Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour, bienvenue à tous pour votre rendez-vous du samedi en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles. Je suis avec Jean-Marie Bordry, la voix des matinales sur Sud Radio le week-end. Oui, le week-end, tout à fait. Bonjour Stéphane. Victor Lefebvre est également avec nous, rédacteur en chef de la revue susnommée Affaires criminelles, n'est-ce pas ? Absolument, bonjour Stéphane. Et puis nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Jacques Pradel, animateur célèbre, auteur de l'Univers du crime qui vient de paraître aux éditions du Rocher et dont nous allons parler abondamment. Nous allons parler donc de votre passion des faits divers, Jacques, qui vous fait courir depuis près de 35 ans, peut-être même un peu plus. Non, depuis 35 ans. Voilà, c'est pas mal. C'est la bonne date. Alors, on se rappelle que vous avez présenté Perdu de vue sur TF1, Témoin numéro 1 également, mais que vous avez aussi présenté pendant 10 ans sur RTL L'heure du crime ou Chronique criminelle sur TFX. Mais là, vous venez pour nous raconter les histoires qui sont dans votre livre, paru donc aux éditions du Rocher, des histoires qui vous ont marqué ces dernières années. Il y en a 22. On n'aura pas le temps évidemment de parler de toutes, mais je voudrais vous demander la première des questions, toute bête, c'est pourquoi vous avez choisi ces histoires et quel est le filtre, quel est le mode de sélection ? Le critère de sélection est très simple, ce sont toutes des histoires qui m'ont profondément marqué, soit à cause du scénario du crime, si on peut se permettre l'expression, qui rapproche évidemment de la fiction, soit à cause de la personnalité du ou des auteurs, homme ou femme, soit à cause de la personnalité tout simplement de la victime, à laquelle on a tendance à s'identifier, si vous voulez, déjà pour se dire au moins ça m'est pas arrivé. Bon, mais il y a une fascination du public que je ne partage pas, d'une toute petite partie du public que je ne partage pas. C'est les gens qui adorent le macabre, le sang, la violence, etc. C'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est plutôt le décryptage, c'est-à-dire essayer de comprendre le comment. Ou le pourquoi du comment, ou le comment du pourquoi. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas tellement, et même pas du tout, le crime organisé, les gendarmes et les voleurs modernes, bon, etc. Parce que là, les jeux sont clairs. Quand ils vont en tôle, c'est la règle du jeu. Puis voilà. C'est trop simple pour vous. On essaiera de pas se faire prendre la prochaine fois. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le crime de monsieur et madame tout le monde. Le crime, en fait, qui pourrait survenir dans notre entourage proche, parce que ce sont des gens qui nous ressemblent étonnamment, qui pourraient être un collègue de travail, une voisine de palier, enfin bon, etc., qui, dans certaines circonstances, qu'il faut décrypter, qui sont jamais les mêmes pour chaque personne, décident un jour de supprimer la personne qui incarnent leurs problèmes. Alors évidemment ils se trompent parce que ça n'annule pas le problème, sinon ça se saurait. Et comme ce ne sont pas des professionnels du crime, en général ils finissent en prison. Alors il y a des criminels qui ont une personnalité tout à fait exceptionnelle. Je vous propose de parler de Jean-Étienne Subercase justement. L'affaire Subercase, pour nos auditeurs, je précise que c'est une histoire de tueur en série. C'est un brocanteur antiquaire, Jean-Étienne Subercase, qui va donc être condamné en 2001 par la cour d'assises des Landes à la réclusion criminelle à perpétuité, et il tendait des pièges mortels à ses victimes. Mais ce qui est très original dans cette affaire, et vous le racontez fort bien, c'est qu'il organise ses crimes avec sa famille. C'est une histoire de famille, comme on dit. Oui, et même, j'ajouterais à ce que vous avez dit en parlant de Subercase, au cours de son procès, il a étonné, c'est le moins qu'on puisse dire, les experts psychiatres, parce qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un aussi dénué de sentiments, qui n'a jamais rien regretté, et surtout pas le décès des gens qu'il a quand même tués. Il en a quand même tué quelques-uns. Lui, son truc, c'était l'appât du gain. Voilà, il tuait pour l'argent.
et il n'avait aucun état d'âme. Et quand il annonçait à sa famille, là je viens au côté petit meurtre en famille, et ben quand il décidait un objectif, tout le monde suivait. Tout le monde suivait. C'était lui qui décidait du plan et ça avançait comme ça. Mais justement, qu'est-ce qui fait d'un être aussi froid et implacable un monsieur tout le monde ? C'est parce que, alors, les psychiatres vous répondraient dans leur langage que c'est un exemple de clivage parfait, c'est-à-dire de quelqu'un qui compartimente, qui a le cerveau compartimenté, c'est-à-dire que d'un côté, c'est quelqu'un qui séduit les autres, qui est sympathique, avenant, etc. Et puis l'autre, c'est celui qui les aide. L'autre, c'est la face sombre et le tueur froid, qui ne veut qu'une chose, c'est arriver à son but. Alors, on va raconter, si vous le voulez bien, cette affaire. On est au début des années 90. L'homme donc cible des victimes, tue avec son clan, mais on va pas le découvrir tout de suite. Il tue une première fois en février 92 un premier antiquaire. Mais on fera le lien que beaucoup plus tard, comme vous le racontez. Et lui-même est antiquaire. Lui-même est antiquaire, absolument. Alors là, le meurtre a eu lieu dans sa boutique. Le corps a été déplacé. L'homme a été tué d'une balle de 7,65. Mais si tout a été fouillé, l'enquête n'aboutira pas tout de suite. Il va falloir attendre 6 ans pour que l'enquête rebondisse, car Subercase va tuer une deuxième fois, en janvier 1998, cette fois. Un autre antiquaire. Un certain Guy Renouf, avec sa compagne Sylvie Moreau. Les deux vont passer sous les fourches de Subercase. Et en fait, les criminels, vous le racontez très bien, les enquêteurs vont être mis sur la voie grâce au journal intime que tient Sylvie Moreau. Mais oui. Oui, parce que c'est la base de l'enquête, c'est qu'on s'intéresse au premier cercle autour des victimes, et là on retrouve ce journal intime et elle marque la date du dernier rendez-vous qu'ils ont, elle et Guy Renouf, et elle indique le nom de quelques personnes. Et parmi ces quelques personnes, dont les noms et prénoms ne disent rien aux enquêteurs, mais en continuant leur enquête, ils vont s'apercevoir que la femme, c'est l'ancienne compagne, officiellement l'ancienne, parce qu'en fait, ils sont toujours ensemble, et ils travaillent ensemble, si vous me passez l'expression, à tuer des gens. Et donc, leur attention est attirée par Subercase, évidemment. Alors, les enquêteurs de la section de recherche de Pau vont ensuite mettre à jour d'autres agressions que commettait Subercase avec son gendre, notamment. Une attaque de pharmacie en avril 98. Là, c'est le couple de pharmaciens et ses enfants qui vont être pris en otage et vont devoir donner bijoux, leur argent liquide à ces deux hommes qui sont gantés, cagoulés. Mais en repartant, Subercase va commettre une nouvelle erreur. Il utilise une cabine téléphonique pour prévenir une des employées du couple de pharmaciens qui a laissé ses patrons ligotés, mais ils vont se rendre compte que également, Subercase a appelé son ancienne compagne qui s'appelle Dorothée Leven. Et voilà. Donc c'est l'histoire d'un saucissonnage dont heureusement les victimes ont survécu, mais ils ont pris en otage, comme vous l'avez dit, la famille, la mère de famille, les enfants, qui évidemment sont terrifiés, et ils attendent, parce qu'ils se sont renseignés, ils ont suivi ces gens, ils ont localisé la maison, les habitudes du mari, qui lui va rentrer de la banque, je crois. Il rentre du boulot chez lui, et là il est accueilli par les ravisseurs qui lui disent tu repars, sinon si tu reviens pas avec l'argent qu'on veut, on tue ta famille. Et il le fait. Et alors la dernière chose que vous avez dite est une énigme et restera une énigme, c'est-à-dire, c'est ce que moi j'ai appelé dans un autre livre le grain de sable. On comprend pas, enfin, c'est le criminel lui-même qui va donner les billes aux enquêteurs pour l'arrêter. Alors il a dit, parce que ils ont saucissonné, alors est-ce qu'il a eu une petite lueur de
De compassion pour ses victimes, les Bentolila. On ne sait pas. Mais en tout cas, il dit donnez-moi le numéro de quelqu'un que je prévienne, la personne va venir. Et il appelle cette personne, et comme vous l'avez dit, il appelle aussi son ex-épouse, et l'affaire est faite. Et alors, ils vont tous être mis en garde à vue, c'est-à-dire toute la famille Subercase, la fille, le gendre, Subercase lui-même, et en fait, c'est le gendre qui va craquer le premier et il va révéler le crime de Guy Renouf, qui est le crime précédent, et surtout, il va donner aux enquêteurs le lieu où Guy Renouf et sa compagne ont été enterrés. Dans les Landes, et ils avaient même sur posé une dune, un petit pain dessus. Ils avaient planté un pain. Alors, Victor Lefebvre, je voudrais vous demander, ça arrive souvent, ces crimes qui mêlent plusieurs personnes au sein d'une même famille. Je mets de côté les couples criminels qui font la une. Oui, dont on avait parlé dans la revue. De votre revue. Alors, il y a une affaire en particulier qui fait l'actualité en plus récemment, c'est celle des frères Menendez. Peut-être que vous avez vu la série sur Netflix, il y a eu un grand succès l'an passé. Et une actualité parce que ces deux frères connus pour le double assassinat de leurs parents, c'était en 1989 aux États-Unis. À l'époque, le parquet avait accusé les deux jeunes hommes de 18 et 21 ans de les avoir assassinés à coups de fusil pour hériter de leur fortune qui était colossale, 14 millions de dollars. Ils ont été condamnés à la perpétuité incompressible. Leur peine vient d'être allégée là il y a quelques jours et ils peuvent désormais demander une libération conditionnelle. Et ils doivent donc comparaître devant une commission judiciaire le 13 juin prochain. Donc ça fait 35 ans qu'ils sont derrière les barreaux. C'est un cas assez exceptionnel puisque le retentissement de cette série reste exceptionnel de tuer en famille. Ça reste tout à fait exceptionnel. C'est heureusement très rare. Heureusement. Une question peut-être. On est très court. Dans un instant, on revient avec Jacques Pradel. On va parler de l'affaire du gendarme tueur Alain Lamarre et puis de l'affaire Grossouf, du nom de ce proche de François Mitterrand qui se serait suicidé dans les bureaux de l'Élysée. Mais le mystère demeure. Ne ratez pas cela. C'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans notre émission en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles avec Jean-Marie Bordry. Ce sont les affaires dans l'affaire aujourd'hui. Les affaires dans l'affaire avec Jacques Pradel, figurez-vous, nous sommes très heureux de le recevoir. Il vient d'écrire L'univers du crime aux éditions du Rocher. Et puis nous sommes toujours avec Victor Lefebvre. Rebonjour Stéphane. Rebonjour, rédacteur en chef de la revue Affaires criminelles. Alors, nous parlons de votre livre, Jacques Pradel, et je voudrais qu'on évoque ensemble une affaire que vous avez retenue, qui est absolument incroyable, c'est l'affaire Alain Lamarre, un gendarme tueur. Et oui, et c'est l'affaire dans l'affaire, parce que le département de l'Oise a le triste privilège d'avoir connu en quelques années 2 tueurs en série qui ont provoqué des psychoses incroyables. Marcel Barbeau, c'est le premier, qui est toujours à ma connaissance en prison aujourd'hui, et alors le gendarme Lamarre. Pourquoi l'histoire m'a intéressé aussi à un autre titre, c'est parce que en fait, le tueur faisait partie des forces de l'ordre. Donc, on se demandait comment il échappait avec cette facilité au barrage de gendarmerie. Et il avait travaillé au PSIG, enfin bon, c'est un terme technique, une brigade de gendarmerie itinérante, etc. Et il avait découvert une voiture qu'il avait lui-même volée. Il avait fait l'enquête sur lui-même, quoi. La couverture parfaite. Donc c'est absolument extraordinaire. Mais bon, cela dit, c'était un personnage très dangereux. Alors, il a commencé par agresser et violer des jeunes femmes. Et puis, il avait dans la tête elles se ressemblaient toutes. Un peu comme celle qui avait été tuée par Barbeau. C'est pour ça que je parlais de psychose. À l'époque de Barbeau, on avait remarqué que Barbeau ne tuait que des femmes blondes. Et toutes les femmes, les coiffeurs étaient assaillis par des femmes qui voulaient se faire teindre en brune, ou le contraire. Enfin bon. Et pour Lamarre, en fait, on va comprendre à la fin de l'histoire, lorsqu'il sera pris, et identifié et arrêté, on va comprendre que il est fou allié, quoi. Il faut revenir un peu en arrière pour bien comprendre l'histoire, parce qu'elle commence alors donc en mai 78.
ça commence de manière insolite, ça commence par la découverte d'un véhicule qui est abandonné avec un plan de braquage à l'intérieur, et ce sont les gendarmes de Chantilly qui font cette découverte. Et 2 mois plus tard, c'est une jeune fille, cette fois-ci, qui est dans le viseur d'un tueur, qui va ouvrir le feu avant de s'enfuir. La voiture a été repérée, et on va se rendre compte qu'elle a été aussi volée, cette voiture. 10 jours plus tard encore, c'est une voiture piégée, cette fois, qui explose avec un policier à proximité. La voiture a été encore volée, et à chaque fois un peu de la même manière. Donc, on est encore loin d'avoir trouvé le profil du serial killer, mais ça commence de façon un peu étonnante. Et l'affaire se précise 10 jours plus tard, quand les policiers de Creil reçoivent une lettre anonyme qui revendique les coups de feu, les explosions, etc., dont on parlait à l'instant, et qui disent, cette lettre, il y est écrit « Je suis un tueur, et en tant que tel, je vais tuer ». Alors là, évidemment, ça met les forces de l'ordre sur les dents. Oui, bien sûr. Et alors, les policiers et les gendarmes font l'enquête, un peu en parallèle à la demande du juge d'instruction, je crois. Et il a eu raison, parce que, en fait, je crois que c'est un policier, c'est un policier de Creil, qui va, en lisant la lettre de Lamarre, parce qu'il n'a pas écrit qu'une seule lettre, il a laissé d'autres écrits. Il va se dire, mais ça ressemble à un PV. Oui, notamment, il ne parle pas de voiture, mais il parle de véhicule. C'est un langage qui est le jargon des flics. Qu'est-ce qui le poussait à laisser des lettres ? C'est sa folie personnelle. Sa mégalomanie. C'est-à-dire, oui, certainement, c'est mégalomanie. Je suis pas psychiatre, mais on a fini par détecter une maladie mentale très grave chez lui. Il a été considéré comme irresponsable au bout du compte. Il y a d'ailleurs un film qui reprend, magnifique. La prochaine fois, je viserai le cœur, avec Guillaume Canet qui incarnait le personnage. Et il a été, donc, il n'y a pas eu de procès. Lamarre, il a été destitué par la gendarmerie avant, pendant qu'il était encore temps. Voilà, non, mais et pour les gendarmes, ça a été terrible comme terrible coup, histoire, parce que, bien sûr. Ils se sont sentis trahis. C'est pas le seul gendarme tueur en série qui a été identifié, malheureusement. Justement, Victor Lefebvre, vous allez nous parler de l'histoire du grêlé, par exemple. Oui, le grêlé, François Vérove, effectivement, qui a été... l'affaire a été finalement résolue relativement récemment, puisqu'il a mis fin à ses jours en 2021, après avoir été confondu. Il était sur le point d'être confondu, en tout cas, grâce à l'ADN parentel, et il était à la fois flic et gendarme. Il a fait exercer les deux fonctions dans les années 80. Il a fait plusieurs victimes. On ne sait pas d'ailleurs exactement le nombre de victimes qu'il a laissé derrière lui, probablement plusieurs, puisque dans sa lettre qu'il adresse à sa femme avant de mourir, il reconnaît avoir été un criminel particulièrement actif, sans préciser exactement le nombre de victimes. Il y en a au moins 6 qui sont recensées. Et lui, il avait été gendarme au départ de sa carrière, et ensuite motard de la police nationale. Absolument. Donc, et très actif au sein d'Alliance Police. D'ailleurs, on avait interrogé Denis Jacob, qu'il a bien connu à l'époque, qui raconte qu'effectivement il était un peu misanthrope, mais sans se douter que c'était un tueur en série. Il y a quelque chose de singulier aussi chez Lamarre, c'est que on a vu au début que ce sont des histoires de voitures volées, puis après il prend les femmes en stop et puis il leur tire dessus. Mais souvent il les rate, et c'est ça qui me paraît assez singulier dans cette histoire aussi, c'est qu'il tire 3-4 fois, mais il y en a quand même 2 qui réussissent à s'en sortir. Heureusement. Oui, heureusement, évidemment. Et qui sautent de la voiture. Qui sont abîmés, qui sont très 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 touchés, au-delà du traumatisme que représente la prise en otage comme ça. Elle se retrouve totalement désemparée. Alors, Alain Lamarre avait 23 ans quand il va être interpellé par ses collègues le dimanche 8 avril 1979. L'homme, vous le rappeliez, va être déclaré irresponsable, et il est, à l'heure où on se parle, il est toujours incarcéré. Je me suis renseigné au moment où j'ai... parce que ce que je fais toujours pour actualiser les histoires que je raconte. Et voilà. Mais de toute façon, on va dire il n'est pas incarcéré, c'est-à-dire qu'il est
soigné, interné, interné et sans espoir de libération conditionnelle. Enfin, on voit pas. C'est pas les médecins. Hein. Je veux dire, dans le cas d'un personnage comme celui-là, il y a une commission spécialisée qui se réunit. Et à ma connaissance, il n'est pas du tout d'actualité de faire droit. Sortir, même ses avocats l'ont pas demandé à ma connaissance. Non, c'est une histoire vraiment tout à fait singulière. Pour revenir à l'histoire du grêlé, parce que c'est forcément une histoire dont vous avez dû parler avant et sur laquelle vous avez fatalement travaillé. Oui, bien sûr. On l'a découvert très tard. À un moment, on estimait que c'était plus possible d'avoir la trace du grêlé. Est-ce que vous avez été surpris par le profil du tueur? Et rien que par son visage, on s'attendait à voir quelqu'un qui avait un visage défiguré par la vérole. C'était pas le cas. Non, pas du tout, mais ça, vous savez que quand on a fait le portrait robot de Guy Georges, c'était le portrait robot d'un Maghrébin, et pas d'une personne noire. Bon, donc il faut savoir aussi que les portraits robots se font avec des personnes qui ont vécu l'horreur, donc elle est remarquée. Alors, est-ce qu'il a eu une poussée d'acné? Ça, peut-être. On n'en sait rien. Je ne sais plus ce que dit le frère de la petite fille dont le nom m'échappe, mais l'enquête a duré pendant des années, et qui s'est retrouvé dans l'ascenseur avec le tueur. En fait, c'est incroyable. C'est incroyable. On doit d'ailleurs à ce frère de victime qui connaissait les progrès de la génétique en Angleterre, d'avoir insisté, harcelé la justice française pour qu'elle ne lâche pas et pour qu'elle fasse des tests ADN, voilà, et qui ont été conservés. Et moi, ce qui me frappe, je vais vous dire, il y a autre chose qui me frappe dans cette histoire, c'est que il a fallu 35 ans pour en venir à bout, grâce au caractère d'une magistrate qui a décidé de ne jamais baisser les bras, mais elle a pu aller au bout de sa démarche, convoquer, elle a fait les choses très rationnellement. Elle a dit, bon, il a été vraisemblablement gendarme ou policier parce qu'il a montré des cartes bleu, blanc, rouge, etc. Donc, je veux, a-t-elle demandé au service d'enquête, je veux la liste de tous les gens qui, entre telle année et telle année, ont été gendarmes dans une caserne à Paris, etc. etc. Et c'est là qu'il a été convoqué pour déposer son ADN. Pas de parentèle, son ADN, parce qu'on avait l'ADN du tueur, et qu'il s'est suicidé parce qu'il savait qu'il allait être... démasqué. Mais... Pardon, je suis un peu long, mais ce qui me fascine, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est le fait que ça ait duré 35 ans, et ça n'a pu durer 35 ans que parce que l'affaire n'avait pas été classée. Ouais, voilà. Absolument. Et moi, je milite personnellement pour qu'on revoie la période de prescription qui a été changée en 2017, portée à 20 ans, mais je considère que c'est pas suffisant étant donné les progrès de la police scientifique. Voilà. Merci Jacques Pradel. Dans un instant, on vous retrouve. On va parler de faits divers tout à fait exceptionnels. La mort de François Grossouvre, ce proche conseiller de François Mitterrand que l'on avait retrouvé mort dans les bureaux même de l'Élysée. Et puis, on va parler d'un meurtre incroyable au Vatican. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Dans l'affaire, aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Jacques Pradel, qui publie L'univers du crime, paru aux éditions du Rocher. Et je suis avec mes complices, Jean-Marie Bordry. Les complices. Eh oui, Bonjour Stéphane. Victor Lefebvre. Des récidivistes. Récidivistes, on les retrouve chaque semaine. Alors aujourd'hui, nous parlons évidemment faits divers à travers 4 affaires que nous avons retenues avec Jacques Pradel et que vous retrouvez dans son ouvrage. Et je dirais que ce qui est intéressant, c'est que vous mélangez des faits divers à travers des profils de tueurs tout à fait exceptionnels, comme le gendarme Alain Lamarre dont on vient de parler, mais vous parlez aussi d'affaires qui sont exceptionnelles parce que c'est la scène de crime qui est exceptionnelle. Pensez donc, on retrouve François de Grossouvre le 7 avril 1994, une balle de fort calibre lui a arraché la mâchoire à l'intérieur du palais présidentiel de l'Élysée.
l'Élysée. C'était au premier étage de l'aile ouest. Ouais. Incroyable histoire. Et évidemment, on va se demander ce qui s'est passé. Tout de suite, on va parler un peu prématurément sans doute d'un suicide. Cette histoire vous a passionné, Jacques Pradel. Oui, parce qu'elle pose en fait un mystère. Parce que alors, il faut au départ se rappeler que François de Grossouvre, c'est un ami intime de François Mitterrand. Au début du septennat, il a été choisi pour être un conseiller spécial pour les affaires très particulières, très sensibles. Très sensibles, notamment la protection de celle qui est sa nièce, Mazarine Pinjot. Oui, bien sûr, mais aussi les services secrets, etc. Les chasses présidentielles, il organisait aussi les chasses présidentielles, si je dis pas de bêtises. Après, pardon. C'est tout le nœud de l'histoire de François de Grossouvre, c'est que il perd la confiance du président, c'est-à-dire qu'en fait, il tire un peu trop sur la ficelle. Disgracié. Oui, il est disgracié, et François Mitterrand le fait charger des chasses présidentielles. Mais pour quelqu'un qui a travaillé avec les services secrets sur les affaires hypersensibles, c'est quand même violent. C'est une sacrée rétrogradation. Voilà. Alors, il y a ça. Il y a le fait que des tas de gens vont dire et des journalistes, parce qu'il avait un réseau de journalistes importants à qui il a dit à tous: je suis en train d'écrire mes mémoires. Ça se passera pas comme ça. Bon, je vais raconter les coulisses du septennat de François Mitterrand. Donc, éventuel mobile pour une élimination. Bien sûr. Et en fait, c'est le fils de François de Grossouvre, dont j'ai perdu le prénom, qui va, lui, être persuadé peu à peu, en lisant les PV d'enquête, parce qu'il est partie civile, évidemment. Ouais. Donc, la partie civile a droit au dossier. En lisant les PV de la police, en lisant ce que les médecins légistes ont constaté, il va voir qu'il y a des anomalies. Il y a des choses très étonnantes. Ça marche pas. Ouais. Alors l'enquête, elle avait été confiée au directeur de la PJ, Claude Cancès. Oui, bien sûr. C'était le grand patron de la PJ. Absolument, le grand patron. Mais la première chose qui est absolument curieuse, c'est que personne ne semble avoir entendu le coup de feu, alors que c'est une arme de type 357 Magnum qui est réputée pour faire un bruit absolument assourdissant. C'est un coup de canon. C'est un coup de canon. Donc là, déjà, première chose étonnante. Mais surtout, on a dit aux policiers qui s'étaient inquiétés que personne n'ait rien entendu. Ah oui, mais c'est normal parce que le bureau doit être insonorisé. Mais or, il ne l'était pas. Il ne l'était pas, absolument. Et deuxième bizarrerie, les enquêteurs ne retrouvent pas de traces de documents administratifs ou personnels, ni de lettres d'adieu qui auraient pu laisser l'ami du président qu'il aurait pu laisser ça pour expliquer le manuscrit du fameux livre. Ni le manuscrit, exactement. Ouais. Voilà. Alors, le journaliste d'Europe 1, Frédéric Albert, va révéler que le conseiller du président était en train effectivement de rédiger ses mémoires. Personne ne trouve trace de ce manuscrit, ni chez lui, ni à son bureau. Et on va dire que l'homme, du coup, il avait des humeurs sombres, qui serait devenu dépressif. On le surnommerait Belphégor parce que il traînerait toute la journée, etc. Comme une âme en peine. Voilà. Mais tout ça ne tient pas véritablement la route parce que quelques temps plus tard, on va découvrir que François de Grossouvre avait même envoyé le jour de sa mort un bouquet de fleurs à l'épouse d'un diplomate gabonais proche d'Omar Bongo à 17h avec un petit mot qui parlait du dîner le soir auquel il se réjouissait de participer. Oui. Alors, prudence, s'il vous plaît. Parce que je me suis posé ces questions, bien sûr. J'en ai parlé longuement avec Claude Cancès, que je connais très bien, et qui est venu très souvent dans les émissions sur RTL. Claude Cancès demeure persuadé qu'il s'agit bien d'un suicide, et dont l'expérience, il se fonde sur son expérience. Il y a des suicides qui ont été mis en scène par les propres victimes pour faire penser à un meurtre.
Bon, oui, c'est on ça, ferait là. pas mieux, voilà. Mais ça s'est vu déjà, même une femme. Enfin, c'est une histoire que Claude Cancès m'a racontée. Même une femme qui s'était poignardée en fichant un poignard dans le dos d'un fauteuil, et elle s'était auto-poignardée de cette façon-là. Bon, comment on explique pourquoi on en vient à ça? Si on veut mettre fin à ces jours, pourquoi vouloir maquiller son suicide en meurtre? Pour faire accuser peut-être justement celui qui était l'ultime vengeance. Celui, voilà, L'ultime vengeance. Peut-être une vengeance. Mais d'un autre côté, il y a quand même d'autres éléments matériels qui vont dans le sens de l'élimination physique. C'est deux choses. D'une part, on est sûr que le bureau n'était pas insonorisé. Or, il y a eu quand même un coup de Colt 45. Et François Mitterrand était présent à ce moment-là dans l'Élysée? Non, il était dans Paris. Il visitait un déplacement, je crois. Il était en déplacement. À l'hôpital Cochin. Mais oui, absolument. Mais apparemment, il n'y a pas eu de de silencieux alarme, parce que je crois que la balistique réussit à identifier une balle qui a été tirée à travers un silencieux. Moi, j'ai interrogé certaines personnes proches, on va dire, des services, en disant à quoi ça te fait penser, un coup de Colt 45 qui ne s'entend pas. Il arrive qu'on fabrique les balles nous-mêmes et on met moins de charge de poudre, et donc ça fait moins de bruit, et on tire à travers un oreiller ou quelque chose, etc. Mais l'autre élément, c'est que en bas du bureau, en bas des fenêtres du bureau qu'occupait Monsieur Grossouvre, il y avait un garde qui n'a rien entendu non plus. Il y en a partout autour de l'Élysée, il n'a rien entendu non plus. Donc, pardon, je suis intarissable, mais il y a de quoi. Bon, mais le fils de Patrick Grossouvre. Patrick de Grossouvre. Merci. Voilà. Patrick de Grossouvre lit le compte-rendu d'autopsie en disant que le recul de l'arme a été tellement extraordinaire qu'il a causé une fracture de la clavicule. Mais c'est curieux. À l'autre épaule. Bah oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, vous racontez ça très bien. Dans le rapport d'autopsie fait d'abord révèle qu'il y a des traces d'échymose sur le visage. Voilà. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé donc quelques minutes ou quelques heures auparavant. Et puis effectivement, il y a une luxation très nette Est-ce qu'on a une chance de savoir ce qui s'est passé un jour ou pas? Est-ce qu'on a une chance de savoir un jour ce qui s'est passé ou pas? Pas la moindre. À mon avis, pas la moindre chance. Mais il faut ajouter, pour la vérité des choses, que l'élément que vous donniez tout à l'heure et que j'ai repris dans mon récit, le bouquet de fleurs et le dîner à la femme d'un diplomate africain, je crois, gabonais, eh bien, c'est un de nos confrères journalistes qui l'a révélé, mais il est bien le seul à l'avoir révélé. Ça n'a jamais été confirmé par d'autres sources. Je tenais quand même à le dire. Voilà, mais c'est une pièce tout à fait importante à rappeler. Alors, dans un instant, on va continuer à parler avec vous des grands faits divers qui vous ont marqué. Et il y en a un qui se passe, j'allais dire, au sein des saints, puisqu'il se passe au Vatican. On se retrouve avec Jacques Pradel dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Toujours en compagnie de Jacques Pradel qui vient de signer L'univers du crime aux éditions du Rocher, et avec mes deux complices. Voilà, vous avez apprécié le qualificatif. Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre, rédacteur en chef de la revue Affaires criminelles. On parle de scènes de crime absolument incroyables en votre compagnie, Jacques. Il y a une autre affaire dont j'aimerais que nous parlions à présent sur Sud Radio, c'est l'évocation de ce fait divers incroyable au Vatican. Nous sommes dans la nuit du 4 au 5 mai 1998. Le commandant de la garde suisse, c'est-à-dire c'est vraiment la garde rapprochée du pape, qui est à l'époque Jean-Paul II, qui est chargé donc de la sécurité du pape, qui est le colonel Alois Estermann, et son épouse Gladys sont assassinés
tué par balle. Et le coupable, curieusement, va être désigné très rapidement. Il s'agirait d'un jeune membre de la garde qui s'appelle Cédric Tornet, qui se serait donné tout de suite après la mort avec son arme de service. Ouais, Sauf en fait, que 3 cadavres. Hein. 3 cadavres. On retrouve 3 cadavres à quelques mètres de la chambre du Saint-Père. Du Saint-Père, oui, absolument. Ça sent le soufre. Oui, ça sent le soufre. Gravement. Ouais. Mais alors, il faut se souvenir que l'État du Vatican est bien un État. C'est-à-dire, c'est un État dont le chef est le pape, bien sûr, mais qui est le responsable spirituel d'une religion, mais également un chef d'État. Et c'est le plus petit État du monde, je crois. Nombre d'hectares. 44 hectares. Oui, 44 hectares. Merci beaucoup. Et donc, le pape est le chef de cet État. C'est-à-dire que cet État possède une justice, une police, et curieusement, ce triple... Enfin, c'est 3 morts. Voilà, oui, c'est 3 morts. Le Vatican refuse de donner le dossier à un juge italien. Or, le Vatican, c'est quand même en Italie. Bien sûr. Mais on charge donc un magistrat du Vatican de l'enquête. Bon, ça mérite quand même d'être pointé au passage. Dans une théocratie où la séparation des pouvoirs reste assez théorique en plus. Voilà. Sûrement. Alors, en plus, après, on fait... Alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que avant de parler des autopsies, des conditions, des témoignages, etc. Oui, on va voir que c'est tout à fait le pape étonnant. Jean-Paul II, les dépouilles sont conduites dans l'église. Les 3 cercueils, alors qu'on accuse Cédric Tornet d'avoir tué les 2 autres et de s'être suicidé après, ce qui est pas joli dans la religion catholique, le suicide, je parle. Ils sont mis dans la même chapelle et le pape vient bénir les 3 cercueils. C'est quelque chose d'assez intriguant pour le moins. C'est intriguant. Ouais. Voilà. Bon. Alors, la version officielle va dire que Cédric, en fait, a tué son supérieur et son épouse. Ouais. On va dire qu'il est instable, il fume du cannabis. Oui, on a trouvé des mégots de cannabis dans sa chambre, dans une boîte métallique, etc. Et puis, il serait jaloux. Il serait jaloux parce qu'il n'a pas reçu une décoration qui récompense les gardes suisses après 3 ans de bons services, qui est la fameuse médaille Benemerenti. Voilà. Et cette médaille, il ne l'a pas eue. Il aurait eu donc envie de se venger de cette histoire. Oui, parce que il sortait sans permission du Vatican, enfin bon, etc. Et il n'était pas porté au nu par ses supérieurs hiérarchiques. Bon, mais est-ce que ça suffit pour se suicider? C'est quand même la question qu'on se pose. Alors après, il y a eu une autopsie qui a révélé que Cédric Tornet avait une tumeur. On a trouvé la trace d'une tumeur au cerveau et on a mis sur le compte de cette tumeur le fait qu'il se soit mis à avoir un comportement bizarre, criminel, quoi. Criminel, alors, bon, ok. Après, on a parlé d'une histoire sexuelle. Est-ce qu'il n'était pas l'amant de la femme de monsieur Aloïs Esterman? Bon, bref, on a fait beaucoup de suppositions, mais la version officielle, c'est que voilà, cet homme a tué pour des raisons qu'on exprime et qu'on valide au Vatican, son supérieur et sa femme parce qu'elle était avec lui en fait, et après il se serait suicidé. Oui. Alors là intervient l'épisode de la lettre, justement, parce que ce qui est, c'est que le Vatican prétend détenir quand même une preuve que le garçon a commis un crime, c'est qu'il aurait laissé une lettre d'excuse à sa mère. Mais curieusement, sa mère ne va pas reconnaître son écriture, ce qui est quand même assez incroyable. Oui, et surtout, elle va pas reconnaître, elle va être étonnée
que la lettre soit signée, je crois, Chamorel, alors que, en fait, Chamorel, Chamarel, pardon, c'est son vrai nom, mais il est connu au Vatican, sur les registres aussi, comme Cédric Tornet. Bon, alors la mère trouve les termes employés par son fils dans cette lettre pas crédibles. Elle pense que quelqu'un d'autre a écrit la lettre. On fait une analyse. Alors elle demande une analyse graphologique, mais surtout elle demande une contre-autopsie que le Vatican, dans un premier temps, va totalement refuser. Et cette femme va s'accrocher. Et c'est un peu à cause d'elle que le dossier continue à progresser et qu'ensuite, il va y avoir un certain nombre d'autres éléments qui vont être portés à la connaissance du public par des journalistes. Et je veux dire, l'intervention éventuelle du KGB par l'intermédiaire de la fameuse Stasi, la police d'Allemagne de l'Est, parce que Alois Estermann aurait été retourné par les services allemands de l'Est. Enfin, il faut rappeler qu'à l'époque, le pape était polonais, c'est-à-dire qu'il était issu d'un pays communiste. Bien sûr, mais on a dit aussi que peut-être Alois Estermann était au courant du projet d'attentat contre le pape et que il n'aurait rien dit, etc., et que où il s'apprêtait à prévenir le pape et que le KGB a décidé de le liquider pour empêcher et pour laisser l'attentat se faire. Mais il y a eu beaucoup de théories. Mais il y a eu beaucoup de théories sur la mort donc du couple Estermann. Maintenant, aucune certitude finalement. On sait juste que c'est un empilement de bizarreries cette affaire. Et d'hypothèses donc dont personne ne peut valider la bonne, quoi, parce que on n'a pas. C'est un dossier quand même étrange. C'est pour ça que je l'ai sélectionné. À propos de dossiers étranges, Jacques Pradel, j'aimerais vous demander, parmi les faits divers récents, il y en a un qui a stupéfié l'opinion publique française, c'est l'affaire du petit Émile, où on a suspecté la famille. Tout de suite, on a dit le grand-père, etc. Vous croyez à cette piste familiale? Comment vous vivez ce drame? De toute façon, ça s'apprend à l'école de police. La logique d'une enquête policière ou de gendarme, c'est le cercle familial. On essaye d'en avoir le kernel, on essaie de comprendre qui est qui fait quoi, et l'histoire de cette famille. Est-ce que des gens se sont opposés? Est-ce qu'il y a une possibilité de règlement de compte à travers l'enfant? C'est peut-être ce qui s'est passé dans l'affaire Grégory. Donc, mais on ne peut que poser des questions. Et les enquêteurs se posent des questions, mais en même temps, on a appris finalement que très tardivement, avec les gardes à vue qui ont été décidés très tardivement, que la police travaillait sur cette hypothèse, parmi d'autres. Parmi l'hypothèse de l'accident avec délit de fuite, ou l'hypothèse de l'enfant qui se serait perdu, ou du rapt, de la rencontre avec un prédateur. Mais pour les professionnels, j'allais dire, de l'enquête, il s'agit d'une possibilité. Et à ce moment-là, on connaît tous maintenant l'expression, il faut fermer les portes, ou on les ouvre, mais après, il faut les fermer. Et donc, je pense, c'est mon avis, que par rapport à ces gardes à vue des grands-parents simultanés, c'était le but des enquêteurs de fermer ou pas une partie de leurs hypothèses, parce que en fait, ils sont pas allés au bout des gardes à vue. Il leur reste un petit peu de temps. Très peu de temps. Il leur reste un peu de temps. Une heure, je crois, 1h30. Oui, voilà. Moi, je fais des calculs. Il reste un tout petit peu plus, mais bon, voilà. Mais en fait, ce qui est gênant dans ce que vous avez dit, dans votre remarque, c'est que c'est l'opinion publique
qui a désigné le grand-père. Alors on a l'impression d'être devant un Cluedo avec le colonel Moutarde soupçonne le grand-père, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est peut-être lui qui a fait le coup. Donc c'est très gênant, et c'est pour ça que je pense qu'il faut laisser vraiment la justice travailler. Le temps de la justice et le temps de l'enquête n'a rien à voir avec le temps de médiatique. l'actualité, bien sûr. Et c'est vrai que d'un autre côté, il est logique aussi devant une mort qui pose autant de questions que le public soit avide d'informations. Et il faut respecter la douleur de la famille aussi. Absolument. Merci Jacques Pradel d'avoir été avec nous. L'univers du crime, c'est aux éditions du Rocher. Je vous rappelle que vous pouvez également regarder Affaires criminelles, le site et la revue. Voilà. Et vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio, une chaîne YouTube à plus d'1 million d'abonnés. La semaine prochaine, on se retrouve samedi 12h pour une nouvelle affaire dans l'affaire. Et tout de suite, c'est Alain Marty qui nous amène sur les routes des vins de France. Exactement, un grand écart en toute modération entre les terroirs bordelais et les grands crus d'Alsace. À tout de suite sur Sud Radio.